petit mot parce qu'il y a quelque chose, le pire dans un colloque, c'est quand on dépasse l'heure du goûter en bavassant. Donc, je vais tâcher d'être rapide pour permettre au débat de s'exercer. Et alors, je vais être aussi impoli d'abord, parce que je vais commencer par traiter, comme on dit dans l'armée, par traiter Gilles Bazin, mais très rapidement. Et ensuite, je pense que ce que tu as dit, Gilles, ça recoupe un peu largement ce qu'on a dit ce matin, et la partie française connaît bien ça, et c'est très juste. Je pense qu'il est intéressant de discuter sur la partie brésilienne, de passer peut-être plus de temps sur la partie brésilienne. Alors, Gilles, écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Quand tu dis 150 000 exploitants, il faut voir que ces 150 000 exploitants, ce n'est pas 150 000 agriculteurs, qu'il y a là-dedans des gens qui sont agriculteurs à titre secondaire, et que donc, ou pas agriculteurs du tout. Donc ça fait finalement sans doute encore moins. Je te reprendrai, non, je compléterai juste sur un point ce que tu as dit. C'est à propos du statut du fermage. Bon, je ne te contesterai pas le 46, même si Vichy avait déjà bien avancé le statut du fermage dès 43, on est bien obligé de le reconnaître. Il y avait des technocrates qui voyaient plus loin que le maréchal et la terre ne ment pas dans cet état, triste état au demeurant. Mais ce statut du fermage de 46, qui a toutes les qualités que tu dis, et qui pour moi est constitutif de la création de l'exploitation familiale, véritable, moderne, etc., avec la loi de 1938 qui va dans le même sens, qui est la loi sur l'attribution préférentielle, qui a été renouvelée par 4 ou 5 lois dans le même sens, qui rompent avec l'égalité pour favoriser sur les héritiers le successeur. Donc ça, on va vers la création de ce qui est véritablement une exploitation. Et la statistique agricole, elle aussi, va dans le même sens, puisqu'elle va substituer ou mettre en premier plan, si vous regardez les statistiques anciennes, vous verrez que l'exploitation agricole n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des fermes, des métairies et des propriétés. Et la notion d'exploitation agricole fait lentement son chemin à partir de la fin du 19e, mais elle ne se retrouve dans la statistique qu'à partir de 1955. Qui est un recensement médiocre au demeurant, parce que les paysans avaient les souvenirs de ce qu'avait opéré Vichy pendant la guerre, et qui était moins des recensements de population que la recherche de chevaux, de bétail et de biens divers dans le cadre des restrictions et du rationnement. Donc, entièrement d'accord sur... Et alors, justement, qu'en advient-il de cette loi de 46 ? Elle est là, elle est toujours là. Sauf que depuis la loi de modernisation agricole de 2006, il y a 2 articles nouveaux à cette loi. Le premier article, c'est sur la transmission. Alors je confonds. C'est sur la transmission du bail hors du cadre familial. Et le deuxième, c'est sur la création du fonds agricole, à moins que ce soit le contraire. Vous m'excuserez, je ne sais plus quel est le premier des 2 articles. Alors, la création du fonds agricole, c'est franchir une barrière qui n'avait jamais été franchie, puisque l'activité agricole est une activité civile et non pas une activité commerciale. Et en créant le fonds, on donne un autre sens, justement, à cette activité. Et la possibilité, ça peut être pratique, c'est la possibilité de mettre une clientèle, de mettre une renommée, etc. dans le... En réalité, je n'insiste pas sur le fond parce que c'est tellement compliqué, les notaires s'arrachent les cheveux et il y a très très peu qu'on... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il n'y a plus de traduction, c'est ça? C'est pas grave, c'est pas important ce que je disais.
font la pause. Oui. Ça fait longtemps que c'est arrêté? Ah, je reprends à zéro, hein. Ah, merci pour cet enthousiasme. C'est resté au fond, oui, bah alors on n'a rien perdu, hein. Mais là, il faut me le décompter le temps, hein. Parce que... Bon, on peut commencer. Alors, je vais chercher mes pages. Ah, voilà. Hein, on peut y aller? Oui, c'est bon? Je teste. Le fonds agricole, comment vous traduisez ça? Ça marche pas. Comment on dit fonds agricole en portugais? Hein? Fundo agricole. Ah, bon. Ah, et là, ça marche? Non. Non, c'est pas moi. Bon, alors, Polo, tu traduis au fur et à mesure? Je sais pas, peut-être l'autre marche mieux, je sais pas. C'est bon ou non? Je sais pas comment on fait. Hein? Peut-être que... Ah, derrière, de l'autre côté, oui, parce que je disais, si tu pouvais traduire pour Caillou, mais... Je ne vais même pas en profiter pour dire bonjour à nos amis brésiliens pendant ce temps-là, s'ils n'entendent pas, quoi. Bien. Bonjour. Bonjour. Zézé, est-ce que tu es là? Et Quito, tu crois qu'il écoute? Ah, il est distrait encore. Et Féjean. Hein? Ah oui? Tu sais combien il y a de personnes qui écoutent à peu près? 40. C'est bien, oui. Ah, moi je veux bien, c'est les chefs. Ça marche là?
Bon, en fait, nous avons une proposition qui me semble intéressante. En fait, on peut faire une petite pause maintenant. Il y a 40 personnes au Brésil qui sont en train de suivre ce débat. Donc, si on... Qui trépigne en ce moment. Voilà, si on n'a pas la traduction simultanée, 40 personnes vont pas accompagner tout cela. C'est clairement un sabotage, quoi. Comment? Bon, c'est une proposition. Qu'est-ce que vous pensez? On fait une petite pause maintenant déjà, 15 minutes, et après on revient. Ouais, c'est... Mais não tem a tradução simultânea. Aí a gente volta. C'est bon? Oui, ça marche? Bon, c'est bon. Formidable. Ça revient. La technique revient. Donc, oui, c'est bon? Je ne touche à rien, je ne touche plus à rien. Ah oui. Ouais, ben là, ils vont être assommés, ils vont plus pouvoir. Oui, ça va? On va jamais y arriver. J'ai fini. Testando, testando. Test. Teste. Test 1, 2. Teste. 1, 2, 1, 2. Test. C'est bon? Voilà. Alors, très rapidement, ça y est, c'est bien? Bon. Donc, ce fonds qui est créé, je viens d'en parler, qui rapproche un petit peu l'agriculture, l'exploitation agricole. Je ne sais pas qui m'en veut à ce point-là. C'était bon? Pardon? C'est pas bon? Ouais. Eh oui, mais je galope parce que je suis timide, alors j'essaie de sortir ça qu'après ce soit fini. Ça se voit pas, mais c'est vrai. On essaye? Oui? Encore? Bon, le fond, je laisse tomber parce que ça, c'est plus possible. Donc, c'est la création, oui, de ce fonds donc, qui rapproche l'exploitation agricole d'une entreprise commerciale, hein, où il n'y a pas de porte, il y a un fonds qui existe, qui est transmissible. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça ne fonctionne pas de fait parce que c'est très compliqué dans la loi. Et il y a la transmissibilité du bail. Le bail, depuis 1946, et par la suite, grâce aux avancées des fermiers et métayers à l'époque et des luttes menées, parce qu'il y a eu beaucoup de batailles devant les tribunaux, était devenu complètement transmissible de père en fils ou de père en gendre et fille, etc., sans que le propriétaire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, toi ce matin et Gilles là, n'ait plus rien à dire là-dedans pratiquement. Là, la possibilité de transmettre le bail en dehors du cadre familial est ouverte. Elle est ouverte, et donc ça va tout à fait dans le sens aussi de... Cette ouverture, en fait, c'est une manière de tuer aussi ce statut du fermier et du métayer. Et ce qui est curieux, ça je ne l'ai pas analysé, du moins je ne suis pas allé assez loin, c'est que les fermiers et métayers ont poussé en ce sens, alors qu'ils étaient avant la pointe de la lutte contre les propriétaires fonciers, ils ont poussé dans ce sens. Alors évidemment, les propriétaires fonciers, eux, ne sont pas très contents,
et s'oppose à ce que en fait, ce bail circule n'importe où sans qu'eux n'en tirent profit. Donc le débat maintenant, c'est quelle sera la part qui toucheront, parce que la circulation du bail, ça veut dire, bien entendu, hein, qu'il faut payer, cracher au bassinet. Non, je vais essayer d'éviter pour les traducteurs. Il faut donc payer pour cette transmission de bail. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là-dessus, je vais faire ma transition. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis d'accord foncièrement avec toi, foncièrement si on peut dire. Et il y a quand même des évolutions qui vont vers l'affaiblissement de la loi de 46. Alors, la dimension qui manque dans ton exposé, mais c'est normal, tu es économiste, tu n'es pas sociologue, tu n'es pas politiste, c'est les luttes sociales. Hein, parce que derrière tout ça, il y a eu... Non mais, je te taquine, je sais bien que tu les as présentes à l'esprit, mais il y a eu une poussée extrêmement forte d'un groupe social en création, ces jeunes agriculteurs issus pour beaucoup de la JAC, de la jeunesse agricole chrétienne, mais aussi d'autres mouvements, d'autres horizons qui se sont battus pour obtenir cette parité, en effet, et la modernisation de leurs exploitations, y compris en se battant contre leurs pères, oui, y compris en menaçant leur père de partir si on n'achetait pas le tracteur, si on ne faisait pas ça, etc. Donc, il y a eu ces luttes sociales qui ont été aussi, il y a eu énormément de manifestations, etc. Donc, côté lutte sociale, en revanche, Caillot, il nous a, en particulier dans son texte, peut-être un tout petit peu moins à l'oral, mais dans son texte, je remercie d'ailleurs la société IM Translator 5.3, qui est un traducteur automatique très mauvais, mais qui m'a quand même aidé à lire tes 16 pages. Et donc, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une relation très forte vécue par un acteur de l'intérieur de l'ensemble politique et gouvernemental, des luttes sociales très importantes dont le récit que tu nous fais est tout à fait intéressant, passionnant, pas trop langue de bois, mais langue de bois, ça se traduit bien. Et on voit en effet, pour moi c'est le récit d'une rencontre, celle du ou des peuples des campagnes, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait qu'un, soit un ensemble, et de l'État, et de la difficulté pour les gens comme toi, et pour Lula et pour ses milices, de chevaucher un mouvement social, c'est-à-dire de ne pas se faire désarçonner par le dit mouvement. Donc, ton intervention nous expose comment cette rencontre a pu se faire, quelles difficultés elle a suscité et quels instruments de politique publique ont permis l'émergence d'une certaine coordination ou, plus modestement, d'une relative reconnaissance mutuelle. Donc, cet exposé, bien sûr passionnant pour le politiste, et il conduit le sociologue à tirer quelques leçons et aussi à poser quelques questions à l'orateur, mais aussi aux parties présentes à ce beau colloque qui se joue de la distance, en dépit de quelques difficultés de transmission. Mais on sait que les océans rapprochent plus qu'ils ne séparent. Ce n'est pas de moi, mais c'est vrai. Alors, pour moi, la première leçon de cette période, c'est la soif de reconnaissance sociale des travailleurs de la terre, quel que soit leur statut, soif qui accompagne leurs aspirations à vaincre la faim aussi, mais soif intellectuelle, soif de légitimité, être reconnu comme interlocuteur, comme légitime interlocuteur, non pas ou pas seulement comme des individus, mais comme des acteurs sociaux, des agents économiques rationnels, et plus des paysans arriérés, rationnels avec les guillemets que vous voudrez, hein,
Il ne s'agit pas d'homo economicus, et non pas comme des paysans dits arriérés aux conduites rustiques, erratiques et considérées comme irrationnelles. Donc ce pari a été engagé dans les 20 années qui ont précédé l'arrivée de Lula, tu l'as rappelé, et il fut confirmé et consolidé par la gauche lorsqu'elle est parvenue aux manettes au début du troisième millénaire. Donc c'était un pari risqué, car il fallait croire dans les possibilités d'émergence d'exploitation familiale modernisée au sein d'une paysannerie encore accablée par les urgences pour assurer en son sein ses repas quotidiens. Et il fallait surmonter le déni de légitimité, Maria de Nazareth en a parlé, que lui opposait, et avec quelle force, quelle violence parfois, ou même souvent, les tenants de l'agrobusiness, les grands propriétaires, qui se considéraient comme les seuls vrais agriculteurs. Là, on retrouve des choses qui existent en France aussi. Ce combat, on l'a un petit peu évoqué ce matin, entre les prétendus vrais agriculteurs et les autres, les seuls agents économiques rationnels et rentables, pensait-il. Alors, de ce point de vue, on peut comparer le Brésil des années 80 à 2010 à la France des années 50 à 80 et faire des comparaisons, je pense, éclairantes sur la forme des mouvements sociaux dans ces deux pays. À chacun sa bourgeoisie agraire et à chacun ses formes de lutte. Alors le deuxième point, la deuxième leçon, évidemment, c'est le mouvement social. Dans sa force et sa diversité, son originalité, son imagination, et aussi son imaginaire, dont il importe pour nous, Français, de mieux comprendre les racines. Bon, là-dessus, c'était pas ton propos aujourd'hui, mais on aurait aimé avoir, on aimerait avoir une profondeur historique un peu plus longue pour mieux comprendre la lente maturation de ce mouvement. Alors le présent exposé s'est consacré, lui, à l'évocation de la délicate rencontre entre l'État et le peuple des campagnes et sur le tuilage. C'est surtout pas un tuilage parce que ça paraît beaucoup plus compliqué et beaucoup plus, comment dirais-je, mouvementé qu'un tuilage. Alors, entre les désirs et la fougue des uns, leurs besoins urgents de changement et l'agenda gouvernemental sur lequel tu reviens beaucoup, c'est la création d'un agenda partagé en quelque sorte. Je crois que c'est un des grands enjeux, c'est d'arriver à faire coïncider les agendas, c'est-à-dire d'un côté la demande forte et d'un autre côté la relative lenteur des mouvements de l'administration, de l'État face à ça. Donc on peut parler d'acculturation réciproque entre les uns et les autres. Et là-dessus, tu apportes de précieux éléments donc venus de l'intérieur de la machinerie de la politique publique, créatrice des politiques publiques, et politiques publiques sur lesquelles tu insistes pour montrer comment les formes qu'elles prennent et qui en effet permettent aux uns et aux autres de s'y retrouver, au moins partiellement. Alors cette co-institution conflictuelle et coopérative, les deux à la fois, ça constitue vraiment un moment fascinant de l'histoire du Brésil pour le petit Français qui
qui regarde ça de loin, mais avec grand intérêt. Alors, quelques questions à la fois à toi et aux autres participants. Quels sont les mouvements actuels de ces exploitations en voie de modernisation et où ils en sont dans cette trajectoire, et qu'est-ce qu'il en est de ceux qui, selon une expression qu'on employait dans les milieux de la vulgarisation française et des organisations professionnelles agricoles dans les années 60-70, et qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas pris le train du progrès? Tu vois cette métaphore. Donc, qu'en est-il? Est-ce que, tout comme en France, on voit, comme tu l'as montré, Gilles, avec ton schéma très intéressant, qui reprend la théorie des trois agricultures, mais en lui donnant une force que la science seule peut apporter, est-ce qu'il émerge, donc, tout comme en France, un nouveau groupe social dynamique, etc., moderniste, qui transforme sa façon de s'habiller, sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon de produire, et en fait, et sa façon de prendre ses loisirs, et tout ça, en fait, ce nouveau groupe qu'on voit, et qui se sépare de l'univers paysan dont il est issu. Alors, est-ce qu'il y a ces fissures, ces fractures, ces temps différents de développement qui se développent chez vous comme ça l'a fait chez nous, ou bien est-ce qu'il y a une certaine, non pas homogénéité, je ne crois pas beaucoup à l'homogénéité sociale, mais comment dirais-je, un certain parallélisme dans les courbes des uns et des autres? C'est une question que moi je me pose. Pour être plus précis encore, y a-t-il fracture au sein des populations agricoles et rurales ou processus partagé de développement? Je m'interroge aussi sur le rôle de l'appareil d'encadrement. Je pense, pour la France en particulier, au rôle de tous ceux qui ont accompagné, promu les nouvelles techniques, le changement, en particulier les conseillers agricoles, et plus largement, alors donc quel est le rôle de cet appareil? Et plus largement, et ça interroge aussi la salle, Sergio par exemple, là, qui fait semblant de ne pas écouter, et d'ailleurs il n'a pas entendu, il est en train de lire, et plus largement les intellectuels, économistes. Ah, t'écoutais pas, j'ai bien vu. Les économistes ruraux, les sociologues et les hommes et femmes de la machine gouvernementale. Voilà, c'est sur un petit peu sur le rôle, sur l'implication, sur la position complexe. Oui, je m'arrête tout de suite, Paulo, des uns et des autres. Et y a-t-il encore, là aussi, acculturation réciproque? Qu'est-ce que vous avez appris les uns et les autres de ces mouvements et de ces moments? Voilà, qu'avez-vous appris sur cette période? Et puis bah, voilà, c'est tout pour le moment. Et merci, c'était très intéressant.